Pisasi, Alassane Pisasi, 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 Pisasi, Alassane Pisasi. Ils sont là, il n'y a rien en face, il n'y a rien en face, il y a un Ouattara en face. Pisasi, Alassane Pisasi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes le lundi 16 janvier 2022, c'est un énorme plaisir d'être encore ici une fois pour vous présenter le festin intellectuel. Je dis merci à tous ceux et toutes celles qui sont présents et présentes. Merci d'être des nôtres et surtout merci de partager notre idéologie et de surtout aimer ce que nous faisons. Présenter le festin. Je dis merci à tous ceux qui sécurisent l'émission, ceux qui sont présents sur toutes les plateformes numériques, Facebook, YouTube, etc. Malheureusement, nous allons commencer la note de ce jour avec une note triste, qui est le décès du père de notre bien-aimé, son Excellence Claude Sailly. Malheureusement, le samedi 14, son père a rendu l'âme. Et c'est une situation assez triste. Et nous ne pouvons que faire nos prières et nos bénédictions pour que Dieu accorde à l'âme du décédé ainsi qu'à toutes les personnes décédées sa miséricorde, sa grâce et toute sa mansuétude. Après cette note-là, j'aimerais aussi saluer tous les élèves de la classe d'Abidjan qui ont eu à tenir hier 15 janvier 2022 une très belle réunion qui s'est extrêmement bien passée et dont vous avez pu voir les images. Et nous remercions les uns les autres pour leur détermination, leur courage et surtout le sens du sacrifice qu'ils effectuent pour essayer de faire jaillir la vérité de quelque manière que ce soit. En vérité, il n'y a aucune action, si petite soit-elle, qui ne compte pas dans la balance. Et donc, nous disons merci à tous les élèves de la classe, particulièrement ceux d'Abidjan qui sont extrêmement actifs. Et nous tenons encore à leur dire que toute action qu'ils posent a véritablement son pesant d'or. Et nous saluons vraiment leur détermination et leur abnégation. Après donc ces présentations, nous allons tomber dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous avons 5 sujets. Et le premier a pour titre Droits de l'homme, FIDHOP. 9 membres de la direction accusent Boga Sako de désintérêt manifeste et rendent leur démission. Nous, membres du bureau exécutif de la Fédération ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDHOP, Mathias Néant, premier vice-président en charge de la ligne de la vie et de l'implantation de la FIDHOP, président de la représentation de la même organisation France,
Théodore Boisblé, premier vice-président chargé de l'administration générale, président de la même organisation du Danemark et des pays scandinaves. Maître Roseline Aka-Seripa, première vice-présidente chargée des questions juridiques et judiciaires, avocate de la même organisation en Côte d'Ivoire. Saturnin Godet, deuxième vice-président en charge de la diplomatie bureau exécutif Côte d'Ivoire. Jean-Fulgence Latte, premier vice-président en charge des affaires politiques, sociales et culturelles, président de la représentation FIDHOP Royaume-Uni. Anne-Sylvie Niabéi, première vice-présidente en charge des projets et de l'innovation, présidente de la même organisation Belgique et Benelux. Béatrice Aronco, première vice-présidente chargée des relations avec les Ivoiriens de la diaspora, vice-présidente chargée de la mobilisation, de l'intégration et de la culture pour la représentation FIDHOP France. Akassi Kanga, deuxième vice-président en charge de la communication, vice-président en charge des stratégies politiques et des relations diplomatiques pour la représentation FIDHOP France. Evra Doho, directeur de la communication, directeur pour la FIDHOP France. Vu nos nominations actées et publiées officiellement, en premier le 21 août 2022, par décision numéro 0021-08-2022-PF-BSG et reconduite par le renouvellement de confiance du Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDHOP, en second lieu le 21 octobre 2022, vu nos qualités de membres du bureau exécutif de la FIDHOP, considérant notre adhésion à la FIDHOP par amour pour l'être humain, insufflé de notre passion pour la défense des droits de l'homme, considérant la convention passée avec Dr Boga Sako Gervais, tenant en exercice de nos fonctions à titre purement bénévole, constatant le dévoiement de la FIDHOP de sa mission de défenseur des droits de l'homme menée par Boga Sako Gervais depuis son retour d'exil en Côte d'Ivoire, constatant le désintérêt manifeste du Dr Boga Sako Gervais et son manque d'engouement quant aux vives réactions et actions devant les cas graves de violation des droits de l'homme portés à sa connaissance par certains membres du bureau exécutif. Déclaration de démission. Constatant les cotisations intempestives, les dépenses exorbitantes imposées aux membres du bureau exécutif et vouées à des fins autres que des activités en faveur des droits de l'homme, constatant récemment la vérité dissimulée du fonctionnement de fait de la FIDHOP depuis le 1er avril 2009, mise à nu lors de la réunion du 8 janvier 2023, constatant le refus de Dr Boga Sako Gervais de la convocation et l'organisation d'assemblées générales constitutives et extraordinaires régulières en vue de la rédaction et de l'adoption de nouveaux textes administratifs de la vision nouvelle et commune de la FIDHOP, constatant que cette même organisation est désormais orientée dans son fonctionnement à un dévoiement strict de ses membres aux décisions unilatérales de Boga Sako Gervais, constatant le dysfonctionnement criard de ses organes de fonctionnement, refusant de cautionner et d'associer nos qualités et images à du faux, soucieux de préserver notre légitimité et notre légitime quête permanente du respect de la légalité et des droits de tout homme, dans notre posture de défenseur des droits de l'homme, sur notre honneur et notre dignité, nous nous désolidarisons de l'aventure ambiguë dans laquelle Boga Sako tient coûte que coûte à nous conduire. En ces obligés, dénonçons l'irrégularité de la prétendue Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 janvier 2023 en violation flagrante des textes légaux
C'est pourquoi, à compter de la publication de la présente, nous démissionnons tous et toutes du bureau exécutif et de la FIDHOP et des représentations internationales ci-dessous, fait en 30 exemplaires, exemptés de tout frais et droits de timbre et d'enregistrement, fait à Abidjan le 12 janvier 2023. Et donc, chers parents, pour expliquer simplement, vu qu'on est pris par le temps, la FIDHOP, c'est Boga Sako qui a créé. Normalement, c'est une organisation qui doit être là pour lutter pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais depuis un certain moment, en réalité, il n'a pas créé ça pour défendre les droits humains. Il a créé ça pour chercher à gagner à manger. Il a créé ça pour chercher à se faire une place au soleil dans le monde politique en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez déjà la grande différence entre dire je prends les problèmes des gens. En Côte d'Ivoire, beaucoup ne connaissent pas la justice. On viole beaucoup les droits des gens. Lui dit je vais venir vous aider. Mais en réalité, Boga Sako est pire qu'un croque-mort. Il prend votre souffrance et au nom de votre souffrance, il se cache derrière. Il traite avec les opposants. Il était dans CNT. Lui qui devait défendre les droits humains, c'est lui qui se promène même pour dire on va tuer les gens. Donc, ses camarades qui sont avec lui partout dans le monde, après un moment, ils ont constaté que Boga Sako est devenu quelqu'un d'autre. Il est là, quand on dit dévoyer un combat, ça veut dire utiliser ce combat-là dans le mauvais sens pour gâter l'image même de toutes les personnes. Donc, il a vendu son association, la FIDHOP, là, aux gens comme les Laurent Gbagbo, les opposants, les Soroguio. Donc, au lieu de défendre les droits humains, lui, il fait tuer, il encourage les opposants à commettre des crimes et il se cache pour dire qu'il est quelqu'un qui défend les droits humains. Depuis longtemps, nous, on a parlé de cela ici. Les gens pensaient que c'est parce qu'on n'aime pas l'homme. Mais ceux avec qui il était dans son association, là, c'est eux-mêmes qui disent maintenant que eux sont fatigués de son comportement. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire un double jeu. Et que eux, ils ont démissionné. Donc, eux vont le laisser dans son affaire là, seul, n'a qu'à aller là-bas. Maintenant, on leur a demandé, mais pourquoi vous démissionnez? Ils disent, Boga Sako n'est pas quelqu'un qui est sérieux. En réalité, il ne défend pas les droits de l'homme. C'est un bandit, c'est un brigand. C'est un sanguinaire qui est caché derrière cette association-là, mais qui se permet de commettre toute forme de crime. Deuxième chose, il fait faire des cotisations, mais l'argent là, il utilise ça pour faire des dépenses qui ne vont pas dans l'association là. Donc ça veut dire que il dit qu'il est là pour défendre la souffrance et les droits humains. Tout l'argent qu'il gagne là, c'est lui seul qui dépense ça. Donc c'est pire qu'un croque-mort. Lui, il utilise la souffrance des gens pour se faire de l'argent, pour se mettre à l'aise. Et puis troisième, il est devenu un dictateur. Il fait ce qu'il veut. Il ne coûte plus personne. C'est pourquoi les gens disent, on le laisse dans son affaire et puis on avance. Et c'est ce qu'on avait toujours recommandé au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On dit, ce monsieur est dangereux. Tout comme l'ACI de Pulchéric Ballet, tout comme la FIDHOP. Ce sont des organisations pirates, ce sont des organisations de mercenariat. Il faut les bannir. Et toutes les preuves sont là déjà pour le faire. Mais je ne sais pas ce que les autorités attendent sur la base des faits concrets pour dissoudre ces mouvements-là, pour apporter de la sérénité, mais surtout de la valeur dans le monde associatif en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la justice ne semble pas intéresser les autorités du moment et chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est très intéressant. Là où l'état de non-droit devient la règle, il faut savoir aussi que l'anarchie aussi prospérera. Et c'est pourquoi, au nom du manque de droits, au nom du manque de visibilité en termes même des droits humains, on peut se permettre n'importe quoi. Une organisation soi-disant des droits humains peut se permettre d'être celle-là même qui sacrifie les droits humains. C'est pourquoi on verra une soi-disant opposition aller copiner avec des djihadistes analphabètes de Bamako pour essayer de porter en mal
l'intégrité et l'honneur de l'armée ivoirienne. C'est pourquoi on verra des versions CNT se répéter à volonté. Tout ça parce que le gouvernement ne veut pas apprécier les situations et prendre ses responsabilités. Sinon, de telles organisations n'existeraient plus. Comme celle de Pulchéry Balé ou celle de Boga Sako n'existerait plus. On allait les convoquer, dissoudre leur organisation et leur demander clairement d'aller militer pour Laurent Gbagbo. Sujet numéro 2. Transhumance politique. Konan Gbegben, RHDP Didier V, se prononce sur l'analyse des Dagaré d'Asso. Vous vous souviendrez, en 2020, Dagaré, c'est quelqu'un qui existe. En vérité, il s'appelle Dagaré d'Asso. Et donc, il y a un membre du RHDP qui fait une analyse sur Dagaré d'Asso du PDCI. 2023 est une année charnière pour les partis politiques ivoiriens. Les élections locales qui s'y dérouleront seront une occasion pour ces derniers de mesurer leur ancrage dans le paysage politique national. Ainsi, les différents états-majors affûtent déjà leurs armes en attendant la bataille elle-même. Les lignes de démarcation et les affrontements idéologiques par tribune interposées sont de plus en plus insistantes. Suite à la dernière sortie de M. Dagaré d'Asso, cadre du PDCI, fustigeant pratiquement son ancien allié du RHDP pour le débauchage des cadres du PDCI. M. Konan Gbegben s'est insurgé contre les propos de M. Dagaré. Dans cette tribune, M. Gbegben analyse la tribune de M. Dagaré d'Asso, membre du bureau politique du PDCI. Et je l'ai toujours dit, il faut dire PDCI pas RDA, parce que ce PDCI d'Aokronien ne mérite pas du tout qu'on ajoute RDA, qui avait dénoncé, je parle bien de Dagaré, qui avait dénoncé les défections du PDCI vers le RHDP en rejetant la faute sur le parti présidentiel. Selon M. Gbegben, l'analyse de Dagaré est simpliste et fondée sur une argumentation truffée de contradictions. Il estime que l'alliance PDCI avec le PPACI ne serait pas plus probante parce qu'elle cause moins de dégâts en termes de saignée politique dans le recrutement de ses cadres militants et des transfuges du PDCI. Référence faite à l'alliance aux élections locales de 2002, PDCI avec le FPI. Selon lui, l'évaluation du flux de migration des cadres du PDCI vers les partis politiques avec lesquels il est en alliance n'est pas un indicateur de réussite des alliances en cours. Enjeu de l'alliance politique en Côte d'Ivoire. Il souligne qu'aucune alliance n'a pour vocation d'entraîner des défections au sein des formations politiques membres. Le caractère circonstancié de l'alliance et la précision des objectifs à atteindre ne devraient raisonnablement pas entraîner des saignées. La vraie question, selon lui, est la suivante. Pourquoi aucun mouvement contraire de cadre ne se produit-il pas au profit du PDCI dans le cadre des alliances qu'il constate? La seule réponse de l'alliance PDCI avec un parti au pouvoir n'est pas suffisante. Il ajoute que les transferts des cadres PDCI vers le RHDP sont plus importants que ceux qui s'opèrent vers le FPI pour des raisons évidentes qui tiennent à l'idéologie, au parcours historique et à l'analyse du projet commun qui lie les alliés. Du point de vue idéologique, l'attachement à la pensée politique de droite défendue à la fois par le PDCI et le RHDP contribue naturellement au rapprochement des projets de société et de gouvernement des deux partis. C'est pourquoi il n'est pas surprenant d'observer une plus forte marée de militants PDCI vers le RHDP qui constitue, selon les propos même de Dagaré d'Asso, l'allié naturel du parti présidentiel. M. Gbegben conclut que l'analyse de M. Dagaré d'Asso est une réflexion qui traduit en réalité les faiblesses structurelles d'un parti politique qui ne parvient plus à contenir ses militants dans ses bases. Il appelle à une réflexion plus profonde sur les alliances politiques et à un regard critique sur les conséquences de ces alliances sur les partis et sur l'ensemble de la société ivoirienne. Cette tribune de M. Gbegben apporte une analyse intéressante sur les enjeux de l'alliance politique en Côte d'Ivoire et les défis auxquels les partis sont confrontés dans cette période électorale. Elle rappelle l'importance de considérer
les conséquences de ces alliances sur les partis et sur l'ensemble de la société ivoirienne, ainsi que la nécessité d'une réflexion plus profonde sur les alliances politiques et leurs impacts sur la société. C'était un article d'Opéra News. Et donc, dans son fond, l'article est intéressant et ce qu'il nous dit, tout le monde a déjà compris. Mais à la réalité, les alliances politiques en Côte d'Ivoire sont des alliances circonstancielles. Et contrairement à ce que M. Boyebouin disait, moi je ne serais pas d'accord que ce soit idéologique, encore moins structurel. Ce sont des alliances, en tout cas pour ma part, qui sont basées sur les intérêts du moment. Et ce n'est ni la première fois et ça ne serait pas la dernière fois. Quand on sait déjà que quelqu'un fait de la transhumance à outrance, juste parce que sa valise ne contient plus des billets de francs CFA, facilement il viendra au RHDP qu'on appelle le restaurant. Et c'est ça d'abord la première raison des transhumances. Les gens viennent d'abord pour leurs intérêts particuliers. Il ne faut pas qu'on se blague. Le gros français, ça peut tromper les gens. Les gens ne viennent pas par idéologie, mais ils viennent plutôt par le ventre. Ça, c'est la première raison qui motive. Deuxième raison qui motive les transhumances ou les alliances politiques, parce que là maintenant je mélange les deux, c'est surtout l'idée de vengeance. Quand je n'aime plus quelqu'un, je m'allie à l'autre pour lui faire du mal. Et donc, ça, ce n'est pas une idéologie. Ça, c'est carrément de la haine. Sauf si on constitue la haine comme une idéologie. Sinon, sur quoi est basée l'alliance PDCI, PPACI, si ce n'est que la haine contre Alassane Ouattara. Et ce n'est pas la première fois. De par le passé, on a vu de telles alliances. Et ainsi de suite. Donc, les raisons qu'on pourrait évoquer ne sont vraiment pas des raisons sérieuses. Que ce soit quelqu'un qui quitte un parti pour aller dans un autre. On a vu les Fologos dire ici que Laurent Gbagbo était le meilleur oufouettiste, le meilleur héritage que Oufouet aurait laissé. Et donc, ça ne peut pas avoir un impact sur la société qui soit positif, à mon sens. Parce que les politiciens eux-mêmes ont fini par démontrer qu'ils n'ont pas d'idéologie, mais qu'ils n'ont que leurs intérêts particuliers à mettre en avant. Et lorsque leurs intérêts particuliers sont satisfaits, c'est comment assouvir leur haine contre quelqu'un d'autre qui n'a pas répondu à certaines attentes du moment. Voilà toute la politique en Côte d'Ivoire. Et tant qu'on continuera à être dans cette réalité-là, il ne faut pas être étonné de voir les mêmes conséquences. Sujet numéro 3. Les condamnables errements d'un parti sanctionné de désintégration dont les cadres dirigeants s'engraissent de surcroît sur le dos du contribuable ivoirien. Surréaliste tout de même et significatif, ce manque choquant de retenue et de pudeur qui heurte le sentiment d'appartenance nationale, quand la vengeance, la médiocrité et le nivellement de la société par le bas tiennent lieu de politique de programmes partisans. Le PPACI finit par plonger dans les abysses du ridicule. En Côte d'Ivoire, certains partis et micro-partis politiques auraient apparemment souhaité le maintien arbitraire en détention au Mali des 49 soldats ivoiriens injustement illégalement pris en otage sous des prétextes farfelus. Et pour cause. Prenons à tort les citoyens pour des simples d'esprit, ils se servaient ouvertement de cette détention arbitraire dans un esprit clanique. Ils l'utilisaient pour faire la pression sur le gouvernement ivoirien afin d'obtenir contre les lois de la République et de l'État de droit l'élargissement judiciaire des leurs en Côte d'Ivoire. Ils iront même jusqu'à demander la libération de certains criminels de guerre actuellement en prison. Les otages ivoiriens de la junte malienne étaient aussi les otages du PPACI, de Laurent Gbagbo et du micro-parti du jeune apprenti rebelle de la FESI qu'il avait formé, c'est-à-dire le GPS. Faut-il s'en étonner? Il faut plutôt s'en inquiéter et en appeler à la vigilance du citoyen, le dépositaire de la souveraineté, car la relève de la politique, de la médiocrité et du nivellement de la société par le bas semble avoir été assurée en certains partis. C'était un texte de notre père Alexis Diet.
Et le sujet numéro 4, qui était un texte d'Alexis, un texte de notre père Alexis Diette, mais que j'ai profondément reformulé en ajoutant mes propres idées, mais aussi en prenant certains textes de notre père Alexis Diette. Et donc, j'ai intitulé La diarrhée verbale d'un négationniste. Le journal poubelle dénommé Le Panafricain, qui milite en faveur du PPACI, titrait à sa une ses propos du malheureux Awa Dombello. Le seul projet réalisé par M. Ouattara était la conception de la grande prison de San Pedro. Faut-il s'étonner de telles élucubrations d'un âne sans propriétaire? M. Alexis Diette, dans une brillante analyse, nous éclaire sur le traficage de la réalité par le sieur Awa Dombello. Le mauvais exemple de la médiocrité, du traficage du réel, de la réécriture de l'histoire dans le mauvais sens, de la spoliation, du dénigrement et de la diffamation. L'héritage mortifère partisan venu du haut. Est-ce cela s'opposer politiquement de manière mature et responsable à un gouvernement dans une démocratie pluraliste? Au PPACI, l'exemple de la médiocrité, du nivellement de la société par le bas, de la spoliation, de la réécriture de l'histoire, du traficage du réel, de la stigmatisation et surtout de la diffamation, le niveau le plus étriqué du populisme est venu du haut du parti, de ses cadres dirigeants et a été transmis au bas, de la nomenclature du parti à ses militants et à sa jeunesse. Cette élévation de la médiocrité, de la réécriture de l'histoire, du traficage du réel, de la spoliation du peuple et de l'accaparement des œuvres d'autrui, de la diffamation et de la stigmatisation au rang de vertu, est le legs mortifère du parti. En conclusion, je conseillerais à M. Awa Dombello et à ses ouailles, et surtout à tous les médiocres de la Côte d'Ivoire, de savoir se taire. Trop parler n'a jamais rendu une personne forte ou riche. Plus vous parlez, vous étalez vos lacunes et vos pourritures astrales les plus basses, comme la haine, le négationnisme et surtout votre désarroi face aux brillants travaux réalisés par le docteur président Alassane Ouattara. Au lieu de débiter des propos sans tête ni queue, vous feriez mieux d'apprendre auprès de celui qui est un bâtisseur dans l'âme. Et il se nomme Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi il vous fait peur, au point que vous preniez ses œuvres pour vous les attribuer. Sujet numéro 5, qui est le dernier. Peuple, joue-la comme Johnny. Une chose est primordiale aujourd'hui pour nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité. C'est l'éducation du peuple. Ce peuple semble ignorer que c'est lui qui décide de qui doit le représenter. Il lui revient, de ce fait, de faire le tri. L'homme peut se tromper une fois sur la bonne foi de son élu, mais le sanctionner devient une nécessité si son mandat n'a pas été profitable pour ses administrés. Et c'est pour cela qu'il faut parfois oser. Arrêtons de défier nos élus. Arrêtons de déifier nos élus sous prétexte qu'ils sont d'une autre sphère sociale. C'est grâce à sa population qu'un député a accès à la poignée des mains du président de la République. Maurice Kakou-Gikawe a été le cardiologue de feu Félix Houphouët-Boigny. Il a été ministre de la Santé. Il s'est même essayé au jeu favori des Ivoiriens en détournant la somme de 18 milliards que l'Union européenne a octroyée à la Côte d'Ivoire. Donc, il est très loin du nécessiteux qui vit avec la peur du lendemain. Oui, le peuple vit au jour le jour, pendant que certains comme le bien nommé Maurice Kakou-Gikawe sont insatiables. Étant cardiologue, puis ministre, il assure ses arrières en ayant un portefeuille de député en poche.
Cependant, les dernières élections lui ont laissé un arrière-goût amer. Lui, qui fut si puissant, si écouté, sera traqué, voire humilié par un certain Johnny, ancien petit gendarme devenu cyberactiviste. Peu importe l'issue de cette élection, mais l'affront de Johnny fait à Gikawe reste salutaire. Gikawe restera député de Gagnoa sous préfecture, mais à quel prix? Ne dit-on pas qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Vaillante population, débarrassez-vous de vos élus qui ignorent tout de vous. Les députés sont élus pour voter des lois innovantes qui soient profitables. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils appartiennent à un autre monde où tout leur est facile. Les maires ont pour rôle de vous faire vivre dans un environnement sain. Exigez de votre maire qu'il habite avec vous. Un maire d'Abobo doit vivre à Abobo. Un élu ne devrait pas représenter une population dont il ne partage pas les mêmes réalités. Les lignes bougent, il est vrai, mais pas assez. Osez dire non. Ayez confiance en vous. Il n'y a que vous pour améliorer votre condition de vie. Devenez le moucheron qui accule le buffle. Joue-la simplement comme Johnny face à Maurice. C'était un texte de notre mère Madame Blanc, un texte bien écrit, un texte puissant, un texte qui nous met en face de nos responsabilités. Cher peuple, on a beau parler, on ne vend pas le courage, on n'enseigne pas le courage. On ne vend pas la prise de conscience, on n'enseigne pas la prise de conscience. Elle se dit, soit on l'accepte, soit on refuse. On a suffisamment parlé, on a suffisamment expliqué le rôle des politiques et des politiciens, mais aussi on a suffisamment expliqué la responsabilité du peuple. Comment vous, en tant que peuple, vous allez vous juger si vous ne prenez pas vos responsabilités pour sanctionner des gens qui disent qu'ils sont là pour vous, mais qui ne font jamais le travail, fût-il du RHDP ou de quelque parti que ce soit. Il faut quitter dans cet esprit de défaitisme, il faut quitter dans cet esprit du désespoir et il faut prendre ses responsabilités. Si quelqu'un vient à vous et que vous savez qu'il ne peut pas faire votre affaire, ne le votez pas. Si quelqu'un vient à vous, c'est le président qui dit de me voter. Mais s'il échoue, il va dire non, ce n'est pas moi. C'est encore le président qui a échoué parce que c'est lui qui m'avait envoyé. Sinon, si moi-même j'étais venu vous dire que c'est moi qui vous avais dit de me voter là vous pouvez m'accuser. Si quelqu'un vous dit que votez-le à cause de Dieu, dites-lui que Dieu se trouve là où il doit être, mais sur la terre, chacun a besoin de défendre ses intérêts. Si tu n'as rien à nous proposer, va voir ailleurs. Chère population, c'est vous qui rendez quelqu'un un député. C'est vous qui faites de quelqu'un un maire. Lui seul, il ne peut pas se voter. Mais si vous le rendez puissant, mais que lui devient plus ingrat et qu'il devient arrogant, c'est à vous de prendre conscience et de dire ça ne va plus jamais se répéter. Et c'est pourquoi nous disons, surtout dans le camp du RHDP, tous les mauvais choix qui ont été faits, je dis bien tous les mauvais choix, sanctionnez-les, ne les votez pas. Aussi simple que ça. Suscitez des candidats indépendants, opposez-vous à eux pour pouvoir gagner dans les urnes. Pour que le parti comprenne aussi que vous les militants, vous avez de l'importance et que vous aimez aussi votre propre bonheur. C'est vraiment très important. Et mesdames et messieurs, moi personnellement, je dois aller au travail. Et donc, l'émission d'aujourd'hui, je ne vais pas accorder plus de 15 minutes à qui que ce soit. Ceux qui vont intervenir, vous n'aurez pas plus de 15 minutes au maximum. Donc, je vais demander à tous ceux qui veulent intervenir d'être vraiment très efficaces et d'aller droit au but et de se dire, je veux parler, c'est bien, mais je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui veulent prendre la parole après moi. Donc, je dis rapidement ce que j'ai à dire et puis je passe. Maintenant, si d'aucuns traînent les pas sans véritablement permettre aux autres de parler, l'émission ne va pas durer plus de 1h30. Donc, ça va jouer sur les autres et on ne pourra pas faire parler tout le monde. Et donc, je remercie tous ceux qui voudraient la parole. Et sur ce, sur Facebook, sur YouTube, pardon, je vais arrêter l'émission puisque
après, les gens ne nous entendent pas. Donc, je dis merci à eux de nous avoir suivis en direct dans nos présentations. Et le reste de l'émission, ils vont la voir en différé. Et donc, sur ce, tous ceux qui veulent s'exprimer, nous leur donnons la parole de vouloir se présenter. Et en toute sincérité, compte tenu de mon programme, je ne peux pas aller au-delà de ce que je peux. Je vais donner 5 minutes à tous ceux qui veulent s'exprimer de nous faire déjà la demande. Et à partir de là, on va les prendre et pouvoir leur permettre de s'exprimer. On va déjà commencer avec les premières personnes. Mais on ne pourra pas être long parce que ça pourrait jouer sur mon travail et je ne peux pas me le permettre. Allô? Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour grand frère, ça va bien chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. La famille va bien? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, merci. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup grand frère de donner la parole. J'aimerais aussi remercier encore de nouveau tous vos collaborateurs qui, à chaque jour, essaient de sensibiliser les parents, la population, qu'on appelle ça, enfin, tous vos collaborateurs, le roi du printemps, Sundiata, avec, comment ça s'appelle là, Monsieur Berthet, tout cela. Vraiment, j'aimerais vraiment leur dire merci. Parce qu'à chaque fois quand j'interviens, j'oublie de les remercier. Donc, j'aimerais me rattraper là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Grand frère, je suis désolé, mais aujourd'hui, moi, j'appelle un peu pour faire ton pala. J'appelle un peu pour faire ton pala. Je vous ai écouté concernant les commentaires qui vous ont été faits de façon voilée par le ministre, par Congo. Mais à travers tout ça, en fait, grand frère, moi, ce que j'aimerais rappeler à nos dirigeants, le clergé, en fait, n'est pas là pour critiquer, pour critiquer. C'est pas ça. Moi, je me retrouve en l'éclaireur. Nous, là, on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. L'éclaireur que vous voyez là, il connaît beaucoup de monde avec lui. On n'a pas besoin de l'argent de qui que ce soit. C'est-à-dire que les dirigeants du RHDP, là, vous êtes en train de frustrer les gens qui se sont donnés corps et âme pour vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous parlez là, les gens qui se sont donnés corps et âme pour vous là, faites très attention pour ne pas les frustrer. Quelqu'un qui se donne corps et âme pour toi là, le jour que tu as un problème, c'est la personne qui est prête à te défendre bec et ongle pour t'aider. Mais quand vous venez vous asseoir, je ne sais pas si c'est l'argent qui énerve nos dirigeants, je ne sais pas, mais tout ne peut pas être rose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un groupe et puis dire que tout va bien et que quand on voit un problème, il faut se taire là-dessus. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je l'ai toujours répété ici, là. Mais ça va faire 10 ans, ça va faire 20 ans, ça va faire 30 ans. Ce que le clergé a fait en 2020, là, c'est-à-dire que le fait qu'il est venu, il a galvanisé la population, là. Les gens ne pouvaient pas dormir tant qu'Éclaireur ne parle pas. On se souvient de ça ici. Si Éclaireur ne sort pas le soir pour parler là, nous on ne dort pas. On attendait Éclaireur pour nous rassurer, pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Tout ça là s'est passé. Dieu merci, tout s'est bien passé, les choses se sont passées. Aujourd'hui là, vous allez venir vous asseoir pour faire passer le monsieur comme quelqu'un qui est en train de vous foutre la main, qui est en train de vous critiquer, qui est en train de vous dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous venez aujourd'hui là, vous pensez que c'est vos nouveaux amis qui sont vos meilleurs amis. C'est comme si c'est un monsieur qui souffre, sa femme a souffert avec lui pour le soutenir, pour l'aider. Aujourd'hui ça va, il pense que sa femme a un problème. Demain quand ça va aller à ta nouvelle femme que tu as pris là, demain quand ça va aller là, quand il va te laisser là, c'est là que tu vas comprendre. Ta pauvre dame qui est là, qui t'a soutenu, qui a souffert avec toi, qui était au charbon avec toi, jusqu'à ce que toi tu es devenu aujourd'hui là. Aujourd'hui tu es là, tu vois de nouvelles femmes, tu trouves qu'elles sont plus belles que ta femme qui t'a soutenu là. Mais ce n'est pas possible. Donc, chers dirigeants, vraiment moi j'aimerais que vous acceptez les critiques. N'oubliez pas ce que le monsieur a fait pour vous. En 2020 là, vous savez très bien, si Éclaireur ne parle pas en 2020 là, quand ça chauffait là, si Éclaireur ne soit pas pour parler là, nous on ne doit pas, on était là, on l'attendait.
Quand Éclaireur finissait de parler là, tout le monde était rassuré. On a tous vu ça ici. Vous venez vous arrêter aujourd'hui pour faire passer le monsieur comme si c'est lui le diable. Demain, quand ça va chauffer là, vous allez l'appeler encore pour qu'il vienne vous aider. Mais vraiment, moi j'aimerais que nos dirigeants la comprennent, qui les aime vraiment et qui ne les aime pas. Je vois aujourd'hui Blé Goudo qui sort, tout le monde veut prendre photo avec lui, tout le monde, à travers Blé Goudo, il faut qu'on, j'aimerais un peu généraliser. J'aimerais rappeler encore de nous à travers ça, qu'il ne faudrait pas que nos dirigeants oublient. On sait ce qui s'est passé avec, tout on le dit ici là, on sait ce qui s'est passé avec Guy Robert. Les gens qui étaient vos ennemis hier là, aujourd'hui qui viennent se faire passer, je dis pas, je crois à la réhabilitation. La réhabilitation là, c'est possible. Mais vraiment, j'aimerais leur demander de faire très attention. On sait ce qui s'est passé avec Guy Robert ici. Les gens qui étaient vos ennemis hier là, tout d'un coup comme ça deviennent vos amis. Même si l'argent est en train de vous enivrer là, n'oubliez pas ce qui s'est passé hier. C'est très important de voir un être humain là. De fois, c'est très important de regarder en arrière. Quand tu regardes en arrière pour voir d'où tu viens là, tu vas savoir où tu t'en vas. Vous avez oublié tout ce qui s'est passé hier. Vous avez tout mis à la poubelle. C'est vrai, la réconciliation, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé hier. Vos nouveaux amis qui vous sont en train de vous donner à gauche, à droite, jusqu'à vous prenez photo avec eux, ils sont devenus des stars. Mais vous allez vous foutre le doigt dans l'œil là. Faites très attention. On sait ce qui s'est passé avec Guy. Ils se sont copinés avec Guy. On sait comment ça s'est passé. Le vin pourri là, c'est qu'un fruit pourri là, quand ça rentre dans ton champ, il faut faire très attention. Mais si tu penses que ce fruit-là, c'est ton ami, il peut faire ton affaire là. Mais on ne sait jamais, il peut contaminer toute la plantation. Et puis, tout ton effort que tu as fait pour faire ta plantation, on va foutre tout ça en l'air. Donc, vraiment, moi, je demande à nos dirigeants de faire attention. De faire attention quand ils s'adressent avec des gens qui se sont donnés corps et âme pour eux, pour qu'eux soient là où ils sont aujourd'hui là. Vraiment, ça fait mal. Demain, là, c'est eux. Monsieur Leclerc, c'est eux qui vont se lever demain, quand ça ne va pas aller là. C'est grand frère, ça me fait mal. C'est quelqu'un qui. C'est comme vous là, grand frère. Vous vous êtes battu pour avoir votre argent. Ton argent que tu t'es battu pour avoir là, tu as joué ça. Est-ce que tu vas jouer avec? C'est ça. Le pouvoir là, vous êtes là aujourd'hui là, c'est les gens qui se sont battus. Et ils savent la valeur de ce qui est dans votre main. Ils savent ça. Donc quand ils voient des choses qui peuvent aller à ce qu'on appelle, qui peut créer des problèmes à ce pouvoir-là, c'est normal qu'ils vous interpellent. C'est eux qui étaient au charbon, c'est eux qui étaient dehors en train de marcher, c'est sûr qu'on a tiré, c'est sûr qu'on a coupé les pieds, c'est sûr qu'on a fait toutes sortes de maltraitances. Donc vous allez venir comme ça, venir faire des choses qui peuvent mettre en mal le pouvoir que vous avez dans votre main, que vous avez acquis grâce à ceux qui étaient au charbon. Mais écoutez les critiques qu'on vous dit. Soyez un peu humble. C'est pas celui qui te dit la vérité qui est forcément ton ennemi. Donc, grand frère, vraiment, c'est ce petit palabre-là que je voulais faire. Vous m'excusez là, mais sincèrement, moi, j'ai trouvé ça très déplacé, quoi. Très déplacé. C'est pas normal. La dernière chose que j'aimerais rajouter là-dessus. Bon, peut-être, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler, là. Non, vous pouvez en parler. C'est vraiment... Excusez-moi. Vous pouvez en parler. C'est concernant... Bon, je ne sais pas s'il faut appeler maman Aïcha, là. Mais vraiment, j'aimerais interpeller Madame Aïcha Koli. À un moment donné, là, il faut faire appel à ta dignité. La dignité, là, c'est plus important que... C'est-à-dire que les intérêts que tu essaies d'avoir à gauche, à droite, la dignité, c'est plus important que ça. Quand j'ai regardé son discours la dernière fois, là, comment... C'est-à-dire que... Madame Aïcha Koni, s'il vous plaît, avant de parler, là, il faut t'asseoir. C'est-à-dire que le conseil que je peux vous donner, Madame Aïcha Koni, avant de mettre une vidéo sur les réseaux sociaux là, quoi, enregistrez d'abord et puis écoutez vous-même les propos que vous tenez là, essayez d'analyser pour voir est-ce que ça fait du sens avant de mettre ça sur les réseaux sociaux. Toute votre catégorie là, quand on regarde, qu'on appelle ça, c'est pas comment, Tchala Monel est décédé là, on regarde Chantal Taïba, on regarde, qu'on appelle ça là, ces catégories là. Qui s'assoit aujourd'hui pour raconter des bêtises comme ça? Il faut te faire respecter. Les soldats que tu demandes à libérer là, on n'a pas besoin de t'expliquer. Ils ont tué des gens, ils sont reconnus. Les soldats ivoiriens qui étaient au Mali là, ils n'ont rien fait, ils ont été pris en otage. On n'a pas besoin d'être au CPI pour comprendre. Mais tu es en train de te faire ridiculiser
par des choses que même un enfant qui n'a même pas fait le jardin peut comprendre. Mais tu es en train, ça veut dire que tu es en train de te faire ridiculiser comme pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut apprendre, il faut te mettre au niveau où vous êtes présentement. Quand on regarde vos catégories là, c'est qui se comporte comme ça? Donc vraiment, je ne vais pas trop durer ce petit par que je voulais faire pour vous. Vous ne m'avez pas demandé, mais c'est moi-même, je voulais vraiment exprimer mon rôle le boss. Ce n'est pas normal. Et puis, Maman Aïcha connaît vraiment, s'il vous plaît, écoutez nos conseils. Il va de votre honneur, quoi. S'il vous plaît. Ok, merci, grand frère. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour votre contribution. Et merci surtout à tous les élèves de la classe. À la dame Aïcha connaît, voyez-vous, en Afrique, je dis bien en Afrique parce que là où tu vis, ça crée aussi un champ de croyance. Et tel qu'Aïcha vit aujourd'hui, tout le monde comprend qu'elle est sous la domination d'une certaine malédiction. Voyez-vous, c'est normal qu'Aïcha puisse aller dans la logique, puisque aujourd'hui, elle est sous l'influence des malédictions qu'elle a capitalisées, qu'elle a accumulées. Elle a fait tuer des gens. Aïcha ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas fait tuer des gens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle ne peut que demander que ces gens soient libérés pour que sa conscience soit en paix. Et donc, ça pourrait nous paraître assez inintelligent de sa part, mais elle est dans sa logique, puisque le mal ne peut pas se transformer en bien et le bien ne sera jamais le mal. Et donc, c'est pourquoi vous verrez qu'elle a perdu le sens de la réalité. Mais je suis sûr que vous êtes musulmans. Et dans le Coran, par exemple, à un moment, le prophète insiste pour faire comprendre les choses aux gens. Et Dieu lui dit, mais en réalité, tu ne sais pas que les malfaiteurs, chaque fois que tu vas vers eux, ils te disent que ce qu'eux font là, c'est ça qui est le bien. Elle est convaincue qu'elle est dans le bien. Mais malheureusement, je crois que la sanction même de Dieu et de la société attend chacun de nous. Et chers frères, elle peut dire ce qu'elle veut, cela ne changera pas la réalité du monde. Elle peut dire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, quand tu regardes, toi tu as 20 ans, 30 ans, c'est avec les enfants de 2 ans, 3 ans, tu joues dans, comment on appelle ça, stroller, le truc dans lequel on met les enfants là. Stroller, le truc dans lequel on pousse les enfants, les poussettes des enfants. Voilà. Imagine-toi un gros garçon de 21 ans qui t'assoit dans la poussette. C'est ce qu'Aïcha connaît est devenu. Là où les enfants de 6 mois devraient être là, c'est là-bas elle joue aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ça prouve déjà qu'elle a perdu tout ce qu'il y avait encore de grâce en elle et qu'elle n'est ni dans la grâce de Dieu, ni dans la grâce même de la société. Parce que, au moins, même si les gens ne te respectent pas, toi-même là, tu dois prendre le courage sur toi de t'imposer un minimum de respect. Maintenant, par rapport au premier sujet que tu as dit, cher frère, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Moi, ma plus grande victoire a été que j'ai pu sauver des vies humaines. Je n'attends pas que le gouvernement me paye, encore moins que quelqu'un me paye pour cela. Alors, personne ne m'a obligé à le faire. Cher frère, je crois que dans l'existence humaine là, moi j'ai vécu la guerre. J'ai vécu à Boaké sous la guerre. Je sais ce que ça détruit dans nos vies. Et toute ma volonté aujourd'hui, je ne veux plus jamais qu'il y ait de telles violences en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et en 2020, lorsque je suis venu sur les réseaux sociaux, ma volonté elle est toujours restée intacte. Même les gens du PPACI là, je ne suis pas contre eux. Mais je suis contre les mauvaises actions. Donc, c'est pas parce que tu es au RHDP que tes mauvaises actions là, moi je vais me taire pour regarder. Ça, je ne suis pas comme ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au fond de moi-même, je n'attends rien de qui que ce soit. Parce que ce que les gens vont te donner là, ça ne va jamais te satisfaire. Et puis ça va te rendre paresseux. C'est pas comme ça que j'ai été élevé. J'ai été élevé à la dure. Où tu gagnes pour toi-même, où tu n'as rien. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je viens parler, je n'ai pas besoin de faire ma publicité. Ou même ce n'est pas parce que les gens ne m'ont pas dit, bon, viens ici, tu t'étais, on te donne ça. Il y a eu ça. Les soroistes m'ont proposé de l'argent. Au sein du RHDP, on m'a proposé de l'argent. J'ai dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que je suis bête. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ambitieux. Mais c'est parce que je crois à un idéal. Et c'est parce que Alassane a cru en l'idéal que lui pouvait transformer la Côte d'Ivoire qu'Alassane est devenu Alassane. Mes chers frères, tout ce qui se passe aujourd'hui là, laissez ceux qui veulent parler. Laissez-les aujourd'hui dans leur égarement. Mais une chose est évidente, moi je n'ai pas dit ici que je viens sur les réseaux sociaux pour faire de l'animation. Je n'ai pas dit que je viens sur les réseaux sociaux pour essayer de relayer les informations.
Je n'ai pas dit que je viens ici sur les réseaux sociaux pour essayer de suivre ou de subir les événements. Je dis je viens ici pour analyser les événements. C'est pourquoi vous voyez analyse politique. Ça veut dire tout ce que je dis là, c'est pas ce que toi tu as envie d'entendre, mais ça va au-delà. Et ce que tu ne vois pas, c'est ce que moi je dois voir pour te dire. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, depuis 2020, quand j'avais dit que Laurent Gbagbo allait venir, mais qu'il serait plus dangereux qu'auparavant, est-ce que ça a été une vérité ou pas? En tout cas, c'est vrai. Quand j'ai dit qu'en 2023, les opposants vont venir et ils vont s'agripper au RHDP, j'ai donné les raisons. Est-ce que ça ne se fait pas? Si. Quand j'ai dit que avant les élections, les Gbagbo, tout ce que vous voyez là, vont se mettre ensemble pour combattre le RHDP, ça ne s'est pas encore fait. Prenez-moi comme un menteur, ça se fera. Ouais. Et donc c'est simple. Ce n'est pas parce que je suis un magicien, c'est parce que je suis dans l'anticipation. Quand je dis encore que les communes où les opposants vont gagner à partir d'octobre-novembre 2023, ils vont déchirer les fichiers dans les registres et essayer de créer des conditions pour dire mais ah, il y a tel, vous dites qu'il a voté, mais il n'a même pas de registre, il n'y a pas son nom dans le registre. Attendez, lorsqu'on va finir les élections, là, vous allez entendre parler de ça. Ils vont donc décrédibiliser la commission électorale et essayer de dire, comme c'est comme ça, on n'a plus confiance, ils vont créer une crise artificielle. On demande donc que la CEI soit mise sous tutelle internationale pour qu'eux puissent aller aux élections. Si ça encore c'est faux, mais si c'est vrai, attendez. Mais ça là, quand je dis des choses, c'est pas parce que je parle avec Dieu le matin, mais c'est parce que c'est de l'analyse, c'est de la prospection. Et c'est un peu au-delà de l'homme ordinaire qui veut entendre ce qu'il a envie d'entendre. Moi, je te dis ce qui va arriver. Je ne suis pas un marabout, un dévin, mais c'est sur l'analyse des situations. Et voilà la grande différence que l'éclaireur a. Comment je peux parler de ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire et ne pas parler des erreurs qui vont nous conduire dans le chaos? Voilà, il faut être logique envers soi-même. Et donc quand je parle, et j'ai toujours eu pour habitude de le dire, quand je critique un fait, c'est l'aspect négatif que je critique. M. Cissé Bakomo, je n'ai absolument rien contre lui. Notre mère, quand on s'est rencontrés la dernière fois, on s'est salué au ministère des Affaires étrangères. Je n'ai absolument rien contre les personnes. Mais en Afrique, quand tu dis la vérité à quelqu'un sur une action, un acte, on pense directement que c'est la personne que tu détestes. Alors que c'est carrément loin de là. Si au moins j'attendais quelque chose de ces personnes que je n'ai pas obtenu, je pouvais les critiquer, mais c'est moi-même dans ma bouche ici, j'ai dit que je n'ai pas besoin de quelque chose venant de quelqu'un. Mais comment encore tu vas venir dire encore que tu les détestes? Il faut que je me justifie. Je ne déteste personne, mais je déteste les mauvaises actions. Et je les critique parce que je sais que l'ensemble des erreurs qu'on va faire actuellement là vont fragiliser le pouvoir et vont nous conduire à un désordre qui va mettre en danger la vie des populations. Voilà ce que je vois. Et c'est de mon devoir d'interpeller. Que je sois entendu ou que je ne sois pas entendu. Aujourd'hui, avec les choix qui sont faits, quand on sort aujourd'hui pour dire que 75% des choix sont mauvais. Mais imaginez-vous que dans ces 75%, que l'opposition arrive à avoir la moitié, plus ses bastions. Mais c'est comme si on a perdu le pouvoir. Oui. Parce que ça va renforcer l'opposition. Elle aura les mérites, elle va prélever les taxes. Et ça va lui permettre de commettre beaucoup de mauvaises choses avant les élections de 2025. Donc, à qui on aura fait du mal? À cause de notre orgueil. Parce que quelqu'un a demandé qu'on fasse la restructuration. Et vous, ça ne vous a pas plu. Le président vous a forcé à faire la restructuration. Donc, nous, on va mettre nos gars pour phagocyter le président. Ce qu'ils font là, quand tu lis les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, tu comprends leur stratégie. Et moi, je m'assois, je regarde, ils me font rire. C'est-à-dire, eux, c'est maintenant, ils sont arrivés dans la politique. Beaucoup de cadres que tu vois dans le RIDP là, c'est à cause d'Alassane là. Eux, ils sont venus dans la politique là, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Sinon là, vraie politique là, ils ne connaissent pas. Vraie politique là, on n'a même pas encore commencé ça ici. On est dans l'éducation du peuple là. Mais vraie politique même là, ils ne connaissent pas. Demande là, ils ont lu combien de manifestes politiques, combien de livres politiques, quelle stratégie politique. Ils ne savent même pas sur quelle idéologie politique Alassane Ouattara fonctionne. Et c'est pourquoi tu vas les voir. Alassane Ouattara ici, lorsque Gbagbo et Bédié sont allés dans la plantation, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a dit? Il dit voilà des idéologies contraires qui ne peuvent jamais s'associer. Mais quand on voit les Bictogo et autres aller prendre les gens du PPACI pour dire que non, ils vont revenir, ils vont faire ça.
Est-ce que ça aussi, la même réalité ne s'applique pas quand on voit ces alliances contre nature? Ils nous diront non, on le fait de façon circonstancielle pour essayer de faire ceci, cela. Mais à un moment aussi, là, il y a ce qu'on appelle aussi un homme qui se respecte doit avoir des limites. Et c'est à partir de tes limites que les autres aussi auront de l'égard ou même du respect vis-à-vis de ta personne. Malheureusement, on vogue, on est là dans le vent et chacun agit comme il veut. Surtout quand on pense qu'on est devenu puissant, on n'écoute plus les plus petits. Et donc, moi, mon rôle, c'est de dire aux populations, vous n'êtes pas petits. Si on vous rappelle que vous n'êtes rien, montrez-les pendant les élections que c'est vous qui faites d'eux ce qu'ils sont. Et chers frères, je peux t'assurer d'une chose, tout ce qu'un homme fait en bien ou en mal, Dieu seul sait comment il va payer chacun. Si c'est que moi j'ai fait mauvais là, il ne faut même pas que les gens s'inquiètent. Peut-être je peux venir bien parler, mais au fond de moi-même je suis mauvais. Dieu va me payer avec ça. Et moi-même je suis prêt à assumer ça. Mais si c'est que moi-même j'ai fait, je suis convaincu que je suis en train de faire le bien là. Tout ce que les autres diront là, ça ne m'intéresse pas. La pression là, je la subis au maximum. Quand tu diriges des centaines de personnes, tu ne peux pas dire que tu ne subis pas de pression. Chaque jour dans mon travail là, je subis de la pression. Parce que quand tu as le choix de diriger des centaines de personnes, tu ne diriges pas une personne en tant qu'un individu. Tu diriges le groupe, mais tu diriges chaque individu en fonction de ce qu'il est aussi. Donc là, ce n'est pas ce que les gens ont fait sur les réseaux sociaux, mais les propos là. Il faut laisser ça. De toute façon là, l'efficacité de chacun est là devant. C'est que moi je ne veux pas, c'est qu'on dise, ah, il nous avait dit ça et puis ça s'est réalisé. C'est ça qui fait encore plus mal. Oui. Malheureusement, c'est à ça qu'ils veulent nous conduire. Parce que les plaisirs du moment les ont aveuglés. Ils pensent que le pouvoir là c'est éternel. Ce n'est pas éternel. Mais c'est comment on va le maintenir sur le long terme. Et je l'ai toujours dit. Moi je suis là à cause d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas seulement la personne d'Alassane Ouattara qui motive mon combat. J'ai dit que moi je suis dans les symboles. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici que je suis RDR. Je n'ai jamais caché à quelqu'un. J'ai dit que je suis alassaniste. Mais j'ai dit quelque chose aussi que beaucoup ne comprennent pas. J'étais déjà alassaniste, mais le jour qu'on a déterré la maman d'Alassane, qu'ils ont traîné, c'est-à-dire que même une dame qui n'a rien fait, on l'a humiliée pendant toute sa vie, la prendre pendant 6 heures du temps, aller la questionner pour qu'elle dise qu'elle a fait adultère pour accoucher Alassane. Eh frère, à la DST, quand on te dit de dire que ton enfant n'est pas ton enfant, tu vas expliquer comment tu as eu l'enfant là? À une femme digne, on peut faire ça. Mais ça s'est fait dans ce pays-là. Mais si on s'était limité à ça, c'était bien. Mais la haine a poursuivi cette vieille dame dans le tombeau. Et ils ont déterré son corps physique. Parce que son âme est déjà auprès de Dieu. Mais le corps physique qui était le symbole de sa présence sur terre, là, les blés goudés autres sont allés, ils ont tiré ce corps-là dans la pluie et ils ont désacralisé ce corps-là. C'est ça qui fait que moi, j'ai dit, je ne laisse pas Alassane Ouattara. Donc là, pour simplifier là, je ne suis pas avec Alassane Ouattara à cause de lui-même. Je suis à cause de lui, à cause de sa maman. Parce que ce qui lui est arrivé là, lui, il ne s'est pas plaint. Mais si nous, on ne respecte pas nos symboles, nous, on a déterré aujourd'hui, la maman d'Alassane, on l'a humiliée comme quelque chose. Et aujourd'hui, là, nous, on vient, c'est cela, on applaudit. Non, c'est la politique, il faut avancer. Mais ça veut dire quoi? Toi et moi qui ne sommes rien là, demain là, ils feront pire que ce qu'ils ont fait à la maman d'Alassane. Parce que ce qu'on peut faire au plus puissant, c'est pas au plus faible de se demander si la même chose peut lui arriver. Et donc voilà un peu comment moi je fonctionne. Je ne fonctionne pas parce que je suis dans le RHDP, dans l'émotion. Et le travail que je fais, le résultat est là en face de chacun. Et chers frères, laissons chacun dire ce qu'il a à dire. Le plus intéressant, c'est que le président Ouattara nous permet de nous exprimer. Sinon, si c'était les autres là, depuis ils ont payé des mercenaires pour m'assassiner. Hein. Voilà, ça je le sais. Mais ça va servir à quoi? Aujourd'hui, cette voix que vous entendez là, au fond, eux-mêmes, ils savent que si eux-mêmes là, dès que leur position change, dès qu'ils sont plus dans les grâces ou bien qu'ils perdent quelque chose, ils aiment cette voix quand elle dit la vérité. Mais ce que j'ai dit là, je ne soutiens personne. Quand Djaby Lansine fait du mal, on lui dit tu as fait du mal. Mais quand Lansine Djaby, un homme n'est pas totalement mauvais, quand il a aussi fait du bien, et que ses propres parents veulent le traiter en diable, il faut rappeler aussi à ses propres parents que vous êtes dans le faux. C'est au moment où il déconne là que vous auriez dû lui dire la vérité. Ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, où il est en disgrâce que vous allez aussi l'abandonner. Mais qui le fait? C'est encore nous.
alors qu'il avait payé des cyberactivistes qui ne juraient que par lui, mais qui ne parlent plus de lui. Et donc, chers frères, laissons le temps au temps et Dieu décidera du reste. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. infiniment. Merci infiniment et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors? Oui. Bonsoir, mon très cher grand maître. Bonsoir Adolphis, comment allez-vous? Je vais bien. Et à tous les élèves vraiment EPV, bonsoir. Bonsoir à vous-même et bien des choses à vous et à toute la famille. Et je vous en prie. Ok, donc vous avez la parole. Vous avez la parole. Sur, en fait, le cas de certaines personnes, pour ne pas dire des individus, en Côte d'Ivoire qui se déguisent sous des appellations et qui ont tendance à vraiment vouloir semer le trouble dans le pays. Alors, donc, et comme vous l'aviez dit au début, je vais parler de Lucien Boubassako, qui se fait passer pour un défenseur des droits humains ou bien des droits de l'homme, et certaines d'autres personnes qui se font passer de la société civile, alors qu'ils sont pratiquement des bras armés de certaines oppositions cachées. Alors, mon inquiétude, et c'est même pas une inquiétude, mon interpellation va à l'endroit peut-être de plus haute autorité qui certes garde une sérénité, je vais dire une vigilance très accrue sur les actes, les gestes de tout un chacun. Et je voudrais ici vraiment remercier notre président, notre papa, le Prado, qui, ma foi, a mis et des personnes et des biens. Cependant, et de la justice, oui, nous avons un problème de souci. Donc, allô? Oui, vous pouvez parler. Donc je disais qu'il faudrait que le procureur de la République, en tant que, je dirais, l'un des garants vraiment des valeurs et des principes républicains, vraiment essaie d'inviter les uns et les autres à vraiment faire le maximum je veux dire, de garder le profil là-bas et ne pas s'aimer le trouble dans le pays. Donc il faudrait que la justice ivoirienne vraiment tape du point de la table, parce qu'on ne peut pas construire un état de droit et en faisant fi de ne pas voir certains agissements. Parce que la démocratie a ses règles, a ses principes, et la liberté également a ses limites. Donc il va falloir que vraiment notre gouvernement et vraiment veille au grain pour que ce genre de comportement cesse. Les Boubassako, autres, il faut qu'on les appelle à rester au moins ce qu'ils sont et ne pas se faire passer pour des défenseurs des droits de l'homme ou de la société civile et vouloir semer le trouble. En fait, c'était un peu ça, je ne voudrais pas trop être long, je voudrais tout simplement me prononcer sur ce genre des hommes qui se déguisent et qui sont là et au service de cette opposition qui n'en est pas une. Parce que, bon, voilà, donc,
je pense qu'une opposition dans un État sérieux fait des propositions. Et chez nous, il n'y a pas d'opposition dans le vrai sens du terme, mais peut-être que c'est des assoiffés de pouvoir et puis voilà, des personnes qui sont plus ou moins très belliqueux et qui ne veulent que semer le trouble. Ils ne font pas aucune proposition. Il n'y a aucune proposition, parce qu'ils n'en ont pas d'ailleurs. Eh bien, donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est ça mon cri de cœur. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment de ce que vous venez d'affirmer. Et il faut savoir situer chaque chose dans son contexte. Et il faut aussi être responsable vis-à-vis de nos choix. On ne peut pas créer, soi-disant, une société ou une institution à caractère de défense des populations et être dans la diversion. C'est très dangereux parce que ça finit même par tuer la crédibilité même de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par exemple, la FIDH fait des rapports à l'international. Mais si on se rend compte qu'une association d'un tel genre peut mentir, peut se mettre au service d'un parti politique, ça tue la crédibilité sur les autres associations à caractère des droits humains. Ça, c'est déjà un premier exemple et une première conséquence. Et donc, il faut beaucoup se méfier. Parce qu'on prend les noms des populations pour dire qu'on est en train de se battre pour elles, mais alors qu'on est en train de faire le combat par procuration des opposants ivoiriens. Et si c'était un combat encore qui était noble, on aurait pu dire c'est bien. Mais c'est un combat qui est là à sacrifier la vie des Ivoiriens. Il y a telle mort, il y a telle mort. Mais c'est vous qui favorisez cela. Et c'est au nom de ces morts-là que vous vivez. Et ça, c'est très dangereux. Il faut que ça cesse. Et c'est ce que vous venez de dire. Et je pense bien que le message a été bel et bien entendu. Merci le grand maître, que Dieu te bénisse et toute la classe. Merci à vous également et que la grâce de Dieu demeure en nous, la santé, prospérité et tout ce qu'il y a de positif. Ainsi soit-il. Merci, bye bye. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire aux soroïstes, hier là où vous étiez cachés à New York, là, à la mosquée de Konaté, là, on vous a tous repérés. Mais je ne dis plus rien. Si vous pensez que vous êtes cachés là, vous nous avez beaucoup aidé dans notre travail. Je ne vais plus rien dire. Mais retenez ça. Vous tous, vous étiez là-bas. Au funérailles là. Nous aussi, on était là-bas. On vous a vus et vous nous avez permis de comprendre beaucoup de choses et de savoir où vous vous cachez. Vérité. Oui, bonjour, Mike le régulateur. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous? Attends, je mets un peu le son, c'est bizarre. Ouais, tu m'entends? Oui, parfaitement. J'ai bossé à la télé quand même. Parce que mon fils est. Ouais. Alors voilà, je suis sur l'émission, je suis assez flatté. Alors moi, je m'inscris aujourd'hui dans votre page, comment on dit. Je m'incruste dans votre famille. Alors, pour dire ma part de vérité. Alors, en fin de compte, moi, je parlerai. En fait, j'attendais ta vidéo sur Bakongo, mais ma foi, je n'ai pas pu voir. Je ne sais pas si tu l'as fait hier ou pas. Tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait depuis le jour que j'ai promis, et il y a la version courte qui est là aussi. Ma réponse à M. Bakongo au RHDP, ça existe sur toutes les plateformes numériques. Ah ben, je vais regarder plus tard parce que j'attendais, je n'ai pas vu, je suis sorti. Parce qu'il y a la version longue, mais il y a la version courte qui est là. Ah, ok. Voilà, en fin de compte, aujourd'hui, j'ai écouté un peu le début de ta vidéo, et puis des personnes qui sont bien intervenir, le droit au but. Je pense que dans la vie, il faudrait, comment dire, respecter les gens qui ont vécu. Je ne dirais pas que forcément Zorobi est l'homme clé. Dans la vie, il faut une continuité. On ne peut pas rester éternellement. Mais apparemment, regardons le rétroviseur. À l'époque, chez les gourous, c'était plutôt beaucoup FPI. Ce monsieur a fait un travail colossal. Bon, apparemment, ils ont mis une personne citée par Congo qui se nomme Adama Kone. Alors moi, j'essaie de faire mes investigations et, comment dire,
Et cette personne, il a peut-être un camion. Mais elle, chérie, pardon, je suis au téléphone. Comment dire, il a un camion. Mais est-ce qu'il a le volant? Vous voyez? Parce que, apparemment, oh, mon fils, mais tu concentres là. Bon, chérie, pardon. Tu étais calme tout à l'heure là, s'il te plaît. Dès qu'il me voit au téléphone, c'est le bazar. Bon, j'ai mis la télé exprès pour aller dans la chambre, mais ma foi. Désolé, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, Bakongo, comme dit, l'a désigné Adama Kone, mais quelle est la cause, hein? Sachant que Zorobi a-t-il travaillé ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Le pays Goro, entre en parenthèses, comme je viens de dire, était FPI. Cet homme s'est battu d'arrache-pied. Qui aime le président Ouattara? Bon, en ce moment, j'essaie de comprendre Bakongo. Est-ce qu'il n'est pas dans un renversement de probabilité? Je veux dire, des petites traites qui sont contre, qui mettent des pions à eux. Vous voyez? Parce que moi, je trouve ça un peu malsain. Et voilà, j'aimerais te poser cette question-là. Comment toi, tu comprends les choses, toi? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est dans un complot. Oui. Mais je dirais qu'ils sont peut-être, ils sont coupés du sens de la réalité. D'accord. Parce que eux-mêmes aussi, même bien qu'étant au directoire, ils ne peuvent pas sillonner toutes les villes et toutes les sections. Tout à fait. Et certainement ceux en qui ils mettent leur foi ne leur donnent pas les vraies réalités aussi. Et donc, quand tu dis eux, excuse-moi, quand tu dis eux, tu veux parler de qui? Je veux parler des membres du directoire, c'est-à-dire Kafana, Kandia et autres. Les 7 membres du directoire en fait. Ok, excuse-moi bien. Voilà. Et donc sur cette base-là, on pourra leur accorder le bénéfice du doute. D'accord. Mais lorsqu'on leur présente des faits factuels, des faits vérifiables, pour dire par exemple, à Odine, les gens se sont soulevés 2 fois. J'ai présenté tout dans la vidéo. D'accord. Ils ont dit que c'était... Je demanderai à l'ambassadeur de me l'envoyer, ou bien si tu peux me l'envoyer en privé. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont dit que c'était des vues d'esprit, mais lorsqu'on leur a mis tous les faits devant, ça ne peut plus être des vues d'esprit ou des inventions. Et quand on a vu des vidéos, parce que c'est nous seuls qui interpellions auparavant pour dire les choix sont mauvais. Ah oui, je me rappelle très bien. Voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est nous qui sommes les militants, mais que Saïd Penda vient après à dire que c'est une vérité. Et que après les intellectuels même du parti viennent à critiquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Effectivement. Et si c'était une seule personne, on dit non, éclaireur, lui, c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais quand Saïd Penda vient et qu'il n'y a personne qui sort pour contester, pour dire que ce n'est pas vrai, oui. Mais ça veut donc dire qu'il y a du vrai dans ce qui est dit. Normalement, ça devrait interpeller le parti pour dire, donc, venons nous asseoir et discutons. Et trouvons le juste milieu. Mais en réalité, comme je l'ai dit, on aurait pu leur accorder le bénéfice du doute si on ne connaissait pas leur psychologie. En fait, quand tu connais la psychologie de celui qui est en face de toi, tu peux anticiper ses actions. Oui. En réalité, c'est un peu plus au-delà de ce que les uns croient. Malheureusement, quand tu lis la loi numéro 3 de Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir, tu comprends ce qu'il veut faire à Alassane Ouattara. En réalité, quand un chef est trop puissant et qu'on ne peut pas le battre, on essaie de pratiquer la politique de la diversion. On essaie de se montrer sous ces beaux airs de courtisans vraiment bien, tout. Mais en réalité, on essaie de grignoter autour du chef et on attend que le chef s'affaiblisse lui-même. Aujourd'hui, malheureusement, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment profond. Ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, c'est comme ça. Dans le pouvoir là, ça s'acquiert d'une manière ou d'une autre. On ne va pas rentrer dans les formes d'acquisition du pouvoir. Mais toujours est-il que quand le chef est trop puissant, on reste là en tant que partisan et on laisse le chef avec le temps s'affaiblir et au bon moment, on bondit. Et c'est ça que Alassane Ouattara est en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui se disent partisans, vu que le chef est puissant, et c'est pourquoi ils viennent vous dire que c'est Alassane Ouattara qui a dit. C'est déjà un grand signe révélateur pour dire que vraiment le chef il est fort et il est puissant. Et donc même avec son nom, on peut déjà s'imposer à la base, aux militants. Mais à la réalité, est-ce que c'est vrai que c'est le chef qui a dit? Et j'ai prouvé ici, Alassane Ouattara a toujours dit, laissez les militants voter ce qu'ils veulent. Tout à fait. Laissez les militants voter leur chef des départements.
Mais si Alassane Ouattara nous dit laissez les militants voter leurs représentants départementaux, mais ces représentants départementaux, s'ils sont véritablement le choix du peuple, mais les personnes qu'ils vont nous indiquer là seront aussi les choix du peuple. Or, avec ces élections-là, qu'est-ce qu'on voit? Le directoire, contre toute attente, pour des choses, ils sortent une liste à partir de rien et ils proposent cette liste-là. Mais quand on leur demande maintenant, on leur fait d'abord l'état des lieux pour dire que 75% des localités se plaignent. Ils s'en fichent. On leur demande, mais sur quelle logique vous vous êtes basé? Ils sont incapables de nous donner la logique. Ce que vous avez dit, je crois que c'est d'abord le capital politique qui doit nous intéresser. Aujourd'hui, Zorobi Balo, je ne le défends pas du tout, mais peut être capital, est très capital fondamental dans sa région, surtout quand on sait l'histoire qu'il a fait pour tirer le pays gros dans le RHDP. Merci, merci. Est-ce que vous voyez ça? Tout à fait. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est pas parce qu'on est dans une voiture que forcément on a le volant. Non, le permis. Encore moins le permis. Oui. Et donc là, les personnes satellites aujourd'hui que ceux qui sont autour du président, les membres du directoire veulent imposer au président. Oui. Eux sont redevables à ces personnes du directoire, mais pas au président. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle de leur propre vie, encore moins de la réalité. Et si demain, les relations changeaient entre eux et ceux aujourd'hui qui sont en train de nommer, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le parti qui prend un coup. Et donc, voilà autant de questions qu'on se pose. Et on se dit, mais pourquoi donc ne pas partir sur une base qui est saine? Comme ce qu'ils ont fait à Kounfao. Parce qu'à la réalité, ceux qu'ils nomment, ce sont leurs amis, ce sont leurs proches, ou mais des gens qu'ils peuvent maîtriser. Tout à fait. Mais je peux te dire que l'être humain est la chose la plus difficile à connaître. Tu peux me maîtriser aujourd'hui, mais ce n'est pas évident que demain tu puisses me maîtriser. Et si demain, eux n'arrivaient plus à maîtriser ces personnes-là, quelle serait la situation? Ma foi. Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Et de deux, en faisant ces mauvais choix, même si tout marche pour eux, mais que les militants sont frustrés. Parce que ce que la grande majorité ne dit pas, c'est qu'ils peuvent ne même pas aller voter. Et quel message vous voudrez que nous on sorte ici pour dire aux gens, vous n'êtes pas content d'aller voter? Moi, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. Ah, le choix il est mauvais, mais il faut aller voter. Moi, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Je suis d'accord. Parce qu'il faut aussi habituer le peuple et nos militants à une certaine maturité politique. Tout à fait. Parce que c'est important pour nos pays. Si on critique aujourd'hui le PPACI d'être une secte dirigée par un gourou, ben, ce n'est pas à nous de faire les mêmes choses. Oui, oui. Et ça, dans le plan général en 2025, les conséquences que cela va apporter, quand on met tout ça en face, est-ce qu'il n'est pas plus simple de quitter dans toutes ces considérations, faciliter que ces élections-là se fassent dans les meilleures conditions, montrer d'abord une belle image démocratique de notre propre parti, ce qui permettrait, demain, lorsque nous aurions des élections, de dire aux gens, non, nous, on pratique déjà la démocratie en interne, plutôt que d'imposer des gens qui ne sont pas aimés. Et bizarrement, dans certaines villes comme Kounfao, ils sont allés jusqu'aux primaires. Mais quand on dit, allez faire les primaires au plateau, on va voir entre OD et Fabrice Saognon qui va gagner, faisons des primaires, ils disent non. On dit, bon, faisons des primaires à Bobo, ils disent non. Bon, comme c'est comme ça, faites des primaires entre Cissé et puis Zorobi Balo, dans leur côté là, ils disent non. On leur pose la question, mais pourquoi vous dites non? Et puis vous avez accepté pour Kounfao. En réalité, ils ont accepté pour Kounfao parce qu'ils n'ont pas d'intérêt là-bas. Mais là où ils ont des intérêts, où ils peuvent placer leurs amis, ils veulent imposer leurs amis et ce n'est pas bien. Et ça, demain, les organisations de droits de l'homme et les organisations à caractère international peuvent dire, mais voilà un parti qui n'est vraiment pas démocratique en son sein. Est-ce qu'il ne peut pas refléter ça sur l'image même du pays? Pour dire que le président même qui est élu, est-ce qu'en réalité, dans son propre parti, il n'y a même pas de démocratie? Est-ce que ce n'est pas un dictateur en puissance? En tout cas. Donc voilà autant de questions que nous nous posons. Ah, ok. Mais une dernière question, je sais que tu es vachement pris. Eh bien, si je peux me permettre ou pas? Oui, oui. Alors, au fait, pour le cumul de postes, là, es-tu pour ou contre? Justement, tout ce que nous faisons là, le cumul de postes même, est l'une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à ce que, par exemple, on l'a bien dit ici, quand on voit un monsieur qui est ministre des Transports, mais il y a eu 14 morts la dernière fois. Ouais. Mais quelles sont les résolutions qui sont sorties? Pas encore.
Et aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait les routes. Mais qu'est-ce que le ministère des Transports fait pour assainir le domaine du transport pour que les populations ne soient plus victimes des brigands qu'on appelle les syndicats? Rien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que véritablement la police nationale, en collaboration avec le ministère des Transports, s'implique pour que les véhicules tombeaux puissent quitter nos routes? Rien. Parce qu'eux ne voyagent pas dans les mêmes conditions que nous autres. Et donc, il y a tellement de boulot à faire au ministère des Transports que M. Kone Mamadou gagnerait à se focaliser sur le ministère des Transports. Plutôt que de vouloir être député, maire, conseil régional, nous sommes radicalement opposés au cumul des postes. Et ça fait partie du combat, on l'a toujours dit aussi. Mais de toute façon, moi, c'est mon prochain thème. Le cumul de la Côte d'Ivoire, le cumul des postes en Côte d'Ivoire, êtes-vous pour ou contre? Ça, c'est mon prochain thème. Alors donc, je me suis permis de te poser cette question-là, parce qu'il y a aussi Kandia Camara, franchement, elle est maire, députée, comité des affaires étrangères. Mais moi, je trouve que c'est pas sympa. Vous voyez? Parce que quand on regarde bien, quand il y a des mariés, à Bobo aussi grand, vous voyez, mais comment elle peut se multiplier dans tous les mariés, pour le mariage? Oui, c'est compliqué. Donc, je pense que ça va aussi créer d'autres postes à d'autres personnes qui pourront aussi embaucher d'autres personnes pour travailler avec eux. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est pas sympa du tout. Voilà. Mais c'est vrai que je suis dans mon monde à moi, je fais mon combat comme vous. Que je sois aimé ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, j'attends rien de qui que ce soit. Si on me donne, je prends. Ça, je t'ai toujours dit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le cadeau, voilà. Dans mon boulot, je suis dans le milieu hospitalier. Il y a des patients qui m'envoient des chocolats. Donc, c'est un cadeau, je prends. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je reçois aussi des cadeaux. Quand Mère Foudado me fait parvenir des chocolats noirs et autres, c'est mon péché mignon qu'elle a pu découvrir. Vous voyez que... Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est ça en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre. Comme tu dis, il faut mieux la démocratie. Vous voyez, parce que Zorobi, c'est pas que je suis fervent supporter de Zorobi, mais quand je regarde bien, il s'est battu. C'est grâce à ce monsieur-là aujourd'hui que le président Ouattara est vivant. Vous voyez qui dirige la Côte d'Ivoire. Il a pris c'est un homme attaché de la République du président Ouattara. Dieu merci de lui, il a eu une belle vie et continue de vivre aujourd'hui. Ce ne serait aussi mort, vous voyez. Bon, donc, puis quand je vois un petit jeune homme qu'on appelle B69, là, m'a envoyé sa vidéo hier, franchement, j'ai pas pu l'écouter. Vous voyez? Parce que moi, j'adhère pas à ce genre de comportement. Il a son combat à lui, c'est un certes. Mais il ne peut pas se permettre de dire que si jamais c'est pas Zorobi, c'est pas normal. Donc, ça fait de la discrimination déjà. Oui, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. On peut aller à des primaires et celui qui gagne, on va tous accepter. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ben, voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comme j'aime bien parler large devant tout le monde, j'aime pas, voilà, tout ce que j'y pense, je le dis. Quand même, en même pas, c'est pas un problème. Très cher éclaireur, merci beaucoup de m'avoir éclairé, comme d'habitude, en tant qu'éclaireur. Malheureusement, je peux pas trop dire certaines choses parce que le boss ne me lâche pas, me perturbe. Il n'y a pas de problème. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est moi. Et merci à Table Blanc aussi, merci à tous tes collaborateurs, voilà, parce que je suis passé par elle aussi, pour voir si je pouvais te joindre, parce que je sais que te joindre, c'est pas possible. Et je lui ai même dit que je t'envoyais un message, mais que c'est pas possible, ça ne passe pas. Non, j'ai vu le message et j'attendais. Au fur et à mesure, chaque fois j'ai vu le message, j'attendais de vous rappeler. Ah, c'est sympa. Oui. Alors, merci, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment, et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Et je commence à... Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, Clément. Bonsoir à vous, bonsoir à toute la classe. Oui. Bonsoir à Mère Blanche, j'ai vraiment aimé son texte aujourd'hui encore. Une fois de plus, vraiment qu'il y a un tel sens. En tout cas, c'est toutes les réalités de la Côte d'Ivoire que chaque jour, Mère Blanc nous présente dans ses textes. Salut à vous, Mère Blanc. Oui, vraiment, salut à vous. Excusez-moi. Éclairage, j'aurais voulu pouvoir m'ajouter au premier intervenant. En fait, ce pourquoi je voulais m'ajouter à lui, c'était d'abord de savoir s'il est
Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Je voulais m'ajouter à lui pour savoir s'il était vivant en Côte d'Ivoire ou bien il est à l'étranger. En fait, son intervention m'a touché au point où je me dis qu'il fallait aussi passer par lui pour voir comment, s'il est en Côte d'Ivoire bien sûr, comment lui, par son aide et l'aide d'autres personnes qu'il connaisse, enfin d'autres personnes, qu'il faille de la proximité avec nos familles, avec nos parents là-bas et leur expliquer les choses. Ça pourrait tellement aussi aider à conscientiser ces populations-là. Parce que mine de rien, elles ont toujours vécu dans cette ignorance profonde qu'il faille vraiment les approcher pour leur expliquer les choses de façon simple et de façon avec des exemples qu'on peut ajouter à ça pour leur ouvrir un peu l'esprit, les conscientiser, de sorte à ce que effectivement que ces personnes, ces populations-là sachent faire leur choix électif. Sinon, ce sera que ça va prendre, mais ça va prendre plus longtemps, alors que si on met ces petites mains qui font cette proximité-là, si le frère il m'écoute et qu'il est en Côte d'Ivoire, et même s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il peut toujours parler à ses frères là-bas, leur donner un peu, une ligne de conduite une feuille de route, une feuille de route de ce qu'il faille faire pour sortir nos populations de cette profonde ignorance. Donc, pour couper court, s'il peut faire quelque chose, lui et les autres, approcher ces familles-là, faisons de la proximité auprès de nos parents, expliquons-leur les choses, de sorte à aussi maintenant changer nos politiciens. Parce que ces politiciens-là, ils ne vont pas changer. Ils vont pas changer, c'est leur nature. Et d'eux-mêmes, en tout cas, ils ne changeront pas. Mais nous devons les forcer à changer. Et aujourd'hui, je pense que ça va passer par nous-mêmes, c'est-à-dire les populations. Attendre que ces politiciens changent pour nous, ce n'est pas évident. Donc, chers frères, si vous le pouvez, essayons de faire aussi cette proximité-là auprès de nos parents, de nos populations, pour avoir le changement que nous recherchons. Merci beaucoup, Éclaireur. Cher maître, c'est à vous que reviennent les remerciements et merci aussi pour la proposition que vous faites. Et à votre question, je pense que le frère, sans me tromper, vit aux États-Unis. Et donc, ce que vous demandez, ce serait chose impossible. Mais je peux aussi vous assurer que c'est déjà fait. Parce que lorsque vous regardez nos émissions, vous voyez qu'on ne dit pas tout. On est sérieusement attaqué et il y a beaucoup de difficultés. Mais quand vous finissez l'émission, automatiquement, allez voir les nombres. On n'est souvent pas à moins de 10 000 personnes. Mais demandez-vous comment ces gens-là nous écoutent. Voyez-vous, les gens n'ont pas de grands moyens. Ils se mettent ensemble, ils cotisent. Et vous allez voir une personne, mais en réalité, c'est tout un grain. Et donc, nous sommes vraiment écoutés. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que les autres peuvent écouter les messages qu'ils aiment. Mais quand ils doivent écouter les messages où ils vont vraiment sauver leur propre vie, ils écoutent. Et même ceux qui disent qu'on critique, comment ils font pour savoir qu'on critique? C'est parce qu'ils écoutent. Et ça leur sert beaucoup. Je peux vous le dire. Maintenant, voilà. Et donc, on ne va pas demander d'augmenter la tâche du frère. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, si nous-mêmes on partage, et on sait bien partager, parce que quand on partage le direct à l'éclaireur, c'est comme si on n'a rien fait. C'est moi qui ai lancé le direct. Quand on me partage là, c'est une perte de temps. C'est plutôt à nos parents, dans les WhatsApp, dans les groupes, qu'il faut partager, de sorte que les gens puissent voir le message et que cela puisse impacter leur vie. C'est vraiment très important. Et je peux vous rassurer que vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. La relève assurée, hein, quand je vois déjà Mété Tefeu, quand je vois le roi du printemps et bien d'autres élèves de la classe qui sont aujourd'hui par milliers, je crois que c'est un travail, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est comme une maladie, ça ressort petit à petit. Mais les gens vont finir par comprendre. Mais vous voyez, dès que quelqu'un est en disgrâce, il dit, ah, ce que l'éclaireur dit est vrai. Mais tant que tout va bien pour lui,
il essaie de feindre, de ne pas voir la réalité. Donc, ça veut dire que nous avons le bon vent qui souffle dans notre direction. Continuons ce combat-là. Moi, j'ai dit que le mérite de nos émissions, c'est qu'on puisse les faire. Une fois que nos émissions sont réalisées, même dans 10 ans, les gens prendraient, ils vont toujours trouver quelque chose de positif dans nos émissions qui va les amener à progresser. Et c'est ça qui est bien pour nous. Parce que c'est un travail d'éducation qu'on fait. Sûr. Et ça, c'est pas permis à tous. Donc, on ne peut pas vouloir que ça soit accessible à tout le monde de facto. C'est petit à petit avec l'exercice. Il y a certains, il faut qu'ils soient confrontés à la réalité pour qu'ils sachent que vraiment, il y a une autre manière de voir les choses. Et ils vont pouvoir comparer et faire leurs idées et se convaincre. Donc, il faut permettre aussi à tous ces sceptiques-là de comprendre véritablement. Ouais. Merci, éclaireur. Il y a vraiment de l'éducation ici. Et ceux même qu'on décrit, qu'on dénonce, ils viennent eux-mêmes s'éduquer ici. Et ça, c'est c'est une bataille de gagner. Excusez-moi. Donc, en tout cas, merci beaucoup, éclaireur. Merci. Et puis, je vous retourne l'antenne et je dis bonne suite d'émission à tous. On se reprendra encore demain. En tout cas, vraiment, merci énormément. Merci beaucoup, cher mère. Et il y a notre frère ici, Walter Otto, qui promet qu'il me donnerait un cadeau. Mais je peux déjà vous dire que je n'accepterai pas son cadeau. Éclaireur, pardon. Non. Parce que en réalité, derrière le cadeau, on a les mêmes objectifs. Donc là, je n'accepte pas son cadeau. Sinon, c'est comme si j'ai vendu ce que je devrais avoir avec un plat de lentilles. Et ça, je n'accepterai pas. Bon, mais il peut changer ça pour le chocolat noir, papa. Non. C'est plus qu'une affaire de chocolat, en fait. Bon, ben, en tout cas, Walter, merci pour l'intention. Vraiment. Mais le cadeau, il est rejeté. C'est ça. Vous devez connaître clairement déjà depuis. Donc, en tout cas, merci pour l'intention. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci. Bonjour à Walter. Bonjour à toute la classe. Effectivement. Bon après-midi à tous. Merci infiniment à vous. Et très belle soirée à vous du côté de Londres. Merci. Bye. Bye. Thank you. Allô? Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir cher frère. Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Dieu merci. Oui. La famille se porte bien. Et la semaine, elle commence bien, j'espère. Même commence très bien également. Dieu merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais intervenir sur un sujet encore. Le seul sujet à l'ordre du jour, c'est la propagande russe. Alors, vous savez, depuis pratiquement plusieurs années, nous assistons à une vague d'indélicats qui se font appeler abusivement des panafricanismes, qui selon eux prônent une doctrine qu'on appelle le panafricanisme. Je cite pour exemple des individus comme Kémy Séba, Nat Ali Nyam, Franklin Nyamsi, Frankie de Bamenda, et puis plusieurs autres personnes. Alors, la réalité, vous allez bien remarquer, la plupart de ces personnes-là qui utilisent la doctrine du panafricanisme de façon abusive sont en fait des pions de la Russie en Afrique. Et lors du coup d'État récent au Burkina Faso, vous avez remarqué que les symboles français ont été attaqués, des bâtiments français ont été incendiés pour la simple raison que l'individu indélicat
du nom de Kémi Seba ou Kémi Semba, il avait appelé à attaquer effectivement les symboles français. Aujourd'hui, cette propagande, c'est une réalité, est en train de gagner le terrain. Après ce qui s'est passé au Mali, nous avons cru que les choses allaient s'arrêter, mais il faut remarquer qu'aujourd'hui, avec les informations qui nous reviennent depuis le Burkina Faso, il est très clair que la Russie est en train de gagner le terrain au Burkina à travers ces éléments et ces pions. En République centrafricaine, ça a été le cas. Dans d'autres pays, ça a été le cas. Au Mali, aujourd'hui, c'est le Burkina. Et croyez-moi, le pays qui est en ce moment pour faire basculer la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans le viseur de la propagande russe. Et ils ont des pions. Aujourd'hui, vous voyez des gens comme Awa Melo qui constamment font la navette entre Moscou et d'autres capitales africaines, rien que pour aller prendre des ordres au Kremlin afin de venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont tout fait à travers l'arrestation illégale des 46 militaires, ça n'a rien donné, mais ils n'ont pas encore baissé les bras. Ils continuent de s'activer. Aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, il faut que, au plan local ici, les gens prennent conscience du fait que cette propagande-là, elle est en train de gagner du terrain, donc il faut aller contre. Et croyez-moi, des gens comme Awa Melo, ils sont des gens sur le terrain ici, qui sont en train d'abrutir les masses, rien que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et plus précisément la sous-région.